nós estamos aqui presentes para realizarmos uma entrevista com um dos maiores geógrafos contemporâneos. Trata-se de Claude Raffestin, que nos proporcionará, neste momento, ímpar para a geografia, especialmente para o curso de Geografia da UniOeste de Francisco Beltrão, mais um pouco de aprendizados. Este momento, essa entrevista se insere no hall de temáticas e de questões abordadas no 4º Seminário de Estudos Territoriais e no 2º Seminário Nacional sobre Múltiplas Territorialidades, que vem se desenvolvendo, ou que se desenvolveram por esta semana. Teremos a oportunidade de questionar ao professor Raffestin, então, sobre a sua obra, suas ideias, suas concepções, face à construção do pensamento geográfico contemporâneo. Sejamos todos bem-vindos, portanto, a essa entrevista. De partida, eu vou perguntar ao professor Raffestin o seguinte: como é que o senhor começou a sua formação, as suas atividades escolares, tanto quanto professor, quanto pesquisador de geografia? J'ai commencé par faire des études d'économie, d'histoire et de géographie. Et je me suis spécialisé ensuite dans la géographie. J'ai fait d'ailleurs une thèse à la fois d'économie et de géographie à l'université. Au fond, ma formation m'a permis dès le début d'avoir une vision assez interdisciplinaire des choses. Comme je dis toujours, j'ai épousé la géographie, mais je l'ai quelquefois trompée avec d'autres disciplines. En ce qui concerne mon activité professionnelle, j'ai d'abord enseigné dans une école de commerce pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1968, et ensuite j'ai été nommé à l'université comme chercheur, puis comme professeur à partir de 1970. 70. Et là, j'ai enseigné la géographie jusqu'en 2001 à l'Université de Genève. Oui, muito bom. Vamos então a uma segunda questão. Devagar, nós vamos nos aprofundando mais nessa pessoa e nesse professor pesquisador Claude Raffestin. Bom, uma questão que nós temos a curiosidade de lhe dirigir é a seguinte: quais têm sido, ou melhor dizendo, quais foram as situações mais significativas que marcaram, enquanto atividades políticas, atividades de aprendizado, como professor, como pesquisador, em sua carreira, em seus aprendizados de profissional? Alors, dans ce domaine, il y a une chose intéressante, c'est que, après ma thèse, qui a porté sur l'industrie suisse, sur l'industrie genevoise en particulier, j'ai été appelé à travailler dans beaucoup de services du gouvernement. Et ma recherche, après ma thèse, s'est orientée sur les relations de Genève avec sa région. Et vous savez que la région genevoise est une région française, essentiellement. Et naturellement, j'ai fait partie, politiquement parlant, de toutes les commissions économiques à partir de 1970, 1970, jusque dans la fin des années 90. Chaque fois qu'il y avait un problème économique, chaque fois qu'il y avait un problème
d'aménagement du territoire. J'étais sollicité pour intervenir dans des domaines extrêmement différents. Et mes orientations politiques, évidemment, sont des orientations de gauche. Et j'ai beaucoup travaillé, par exemple, pour chercher à améliorer le sort des travailleurs pendulaires entre Genève et la France. Les travailleurs pendulaires, je les ai étudiés. J'ai étudié les 15 000 frontaliers qu'il y avait entre Genève et la France en 1969. Maintenant, ils sont presque 40 000, ces frontaliers, ces pendulaires. Et ils étaient assez maltraités sur le plan des impôts, sur le plan des conditions sociales. Et naturellement, ça m'a valu quelques difficultés avec mon gouvernement. Gouvernement qui acceptait mal de me voir intervenir dans ces choses. Mais finalement, je suis très content parce que j'ai pu contribuer à améliorer la situation de ces travailleurs. Et dans d'autres domaines, je suis toujours intervenu auprès du Parti socialiste. Je n'ai pas fait partie des socialistes, mais j'ai été dans l'ensemble socialiste de Genève et dans l'ensemble socialiste suisse. Et j'ai probablement été un des professeurs qui a joué un certain rôle politique à Genève auprès des socialistes. Et j'ai chaque fois cherché à trouver la solution la plus favorable pour ceux qui étaient les plus maltraités. Et il y en avait effectivement qui étaient maltraités. Tout ça, je le dois à ma thèse qui avait porté sur l'industrie genevoise, parce que je connaissais assez bien l'économie genevoise, l'économie suisse. Et puis ensuite, dans les années 80, j'ai été appelé par le gouvernement à m'occuper de l'aménagement du territoire genevois. Et j'ai participé à la création des plans d'aménagement, ce que vous appelez chez vous, je crois, les plans régulateurs, qu'on appelle en italien piani regolatori. Et je suis resté là pendant presque 14 ans. 14 ans où chaque semaine je travaillais avec les services d'État pour l'aménagement du territoire. Je me suis occupé aussi du logement, qui était un point extrêmement chaud à Genève, parce qu'il y avait un manque de logement assez grave. Et nous avions fait, mes collègues et moi, un plan de prévision des besoins en logement. Plan qui a assez bien fonctionné pendant quelques années. À la fin des années 90, je me suis trouvé dans la situation de pouvoir diffuser mes idées dans la presse parce qu'un journal m'a offert de tenir une chronique pendant 5-6 ans. Une chronique qui me permettait de choisir chaque mois un thème particulier que je présentais dans la presse. Alors, pour être tout à fait franc, j'ai probablement été considéré comme un professeur quelquefois trop politisé, trop marqué par la politique. Mais c'est un choix que j'ai pris, n'est-ce pas? Oui, merci. Vamos a uma terceira questão, não menos importante, que é a seguinte. Quais foram, ao seu ver,
os mais importantes teóricos, vinculados sejam à filosofia, às ciências sociais em geral, que marcaram a construção teórica do seu pensamento? Alors la question que vous me posez est une question difficile. C'est une question difficile parce que j'ai recouru à beaucoup de disciplines différentes pour élaborer ma pensée, et j'ai recouru à beaucoup de théoriciens, de philosophes pour réussir à exprimer ce que je voulais. Et disons que dans mes références théoriques les plus importantes, il y a indiscutablement, bien sûr, le marxisme. Je ne suis pas marxiste, mais j'ai beaucoup utilisé la pensée marxiste. Le marxisme à travers des gens comme Lefebvre, Henri Lefebvre, qui est intéressant parce que c'était un auteur très puissant, c'était un penseur très puissant, Lefebvre, qui est un peu oublié en Europe en ce moment, mais j'ai été content de voir que au Brésil, il était encore très vivant. Ouais. Et ça, c'est une de mes sources. Une autre source a été naturellement Foucault. Foucault pour divers ouvrages de lui. Je dirais plus des points de vue, en particulier sur le pouvoir. J'ai été aussi très influencé par la pensée allemande. J'ai été très influencé par Simmel. J'ai été très influencé par un philosophe allemand qui s'appelle Hans Blumenberg. Et Blumenberg avait une phrase fantastique. Il dit dans un ouvrage qui s'intitule « Rire de la trace », qui est l'histoire de la réception du dialogue entre Thalès et sa servante Thrace. Une histoire très, très intéressante. Un soir, Thalès est tombé dans une citerne. Et sa servante, Thrace, d'origine Thrace, a dit « Je ne comprends pas qu'un homme aussi intelligent puisse ne pas regarder où il marche. » Et alors, Hans Blumenberg a fait un très joli livre pour montrer l'opposition entre la pratique et la théorie. La servante Thrace représente la pratique et Thalès de Milet représente la théorie. Et Blumenberg dit quelque part ailleurs une autre chose. Il dit la science répète ce que les mythes ont suggéré. C'est une remarque très profonde et extrêmement intéressante. Un autre auteur du XIXe siècle m'a beaucoup impressionné et beaucoup influencé, c'est Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, parce que von Humboldt, il représente peut-être l'aboutissement de la multidisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Il a utilisé une quantité de sources et il a même su combiner la science et la poésie, comme vous.
Et il a combiné la science et la poésie, il a combiné la science et la littérature, et il a fait un travail considérable. Et pour moi, il a été d'une grande influence. Il y a naturellement beaucoup d'autres auteurs en géographie, en philosophie, en sociologie qui m'ont influencé, mais compte tenu du temps que j'ai à disposition, je vous ai donné un petit échantillon de ceux qui m'avaient particulièrement marqué et influencé. Bom. A quarta questão, e que me parece que está relacionada, né, com a anterior, ela vem no seguinte sentido, na seguinte direção. Parece-nos que também a literatura universal, ela também teria tido uma influência no seu pensamento, no que tange as questões políticas e sociais. Né? Um dos autores que nos parece que é bem-vindo em sua obra é Camus, mencionado vez ou outra. Nós perguntaríamos quais são os autores, né, vinculados a essa literatura que poderiam ter influenciado um pouco seu pensamento e aos quais o senhor recorreu para construir a sua obra? C'est amusant que vous posiez cette question par rapport à la littérature en général et par rapport à Camus en particulier. Camus est un auteur que j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, et Camus, pour moi, a été plus important que Sartre. J'ai lu Sartre, j'ai admiré des choses chez Sartre, mais Sartre n'a pas représenté la même chose que Camus pour moi, parce que Camus, je me sens plus proche de lui à cause de mes origines sociales. Je viens d'une famille pauvre. Camus venait d'une famille pauvre, et Camus savait ce que ça signifiait, une famille pauvre. Il savait ce que ça signifiait, et naturellement, sachant ce que ça signifiait, il a dit des choses tout à fait essentielles. Il a posé les questions tout à fait essentielles, et je crois que c'est entre autres, pas seulement, mais entre autres par Camus que j'ai découvert la nécessité de faire de la géographie dans une perspective sociale particulière. Il y a d'ailleurs dans ces essais, dans les essais de Camus, il y a des choses tout à fait fondamentales, et il y a aussi une chose qui m'a impressionné chez Camus, que j'ai probablement emprunté à lui sous une autre forme, c'est sa capacité de réagir contre l'injustice. Camus est un homme qui pouvait devenir très véhément lorsque il côtoyait l'injustice. L'injustice était pour lui une chose insupportable, comme elle est également pour moi. Je ne supporte pas l'injustice, même s'il y a de l'injustice tous les jours. Et en particulier aussi dans votre pays, comme le Brésil. Camus, ça a été tout cela. Il m'a appris à me préoccuper des problèmes de marginalité, des problèmes de pauvreté, à voir ceux qui étaient humiliés,
chez Camus, il y a cet intérêt pour ceux qui sont humiliés, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est intéressant que dans son œuvre, il dit à un moment donné, quel est le seul problème philosophique valable? C'est le suicide. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on se suicide? Et je trouve que c'est un peu abrupt de le dire comme cela, mais c'est évidemment extrêmement important. À part Camus, qui a eu ce rôle pour moi jusque dans ma 25e, 26e année peut-être, il y a naturellement beaucoup d'autres auteurs qui m'ont passionné. Et pourquoi? Parce que je vais en citer quelques-uns, mais pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai cité la phrase de Blumenberg. La science répète ce que les mythes ont suggéré. Je pourrais dire la même chose que lui à propos de la littérature. Je pense que la science, les sciences sociales, souvent répètent ce que la littérature a suggéré. Autrement dit, il y a dans les œuvres de fiction, dans la poésie, il y a toute une accumulation, une cristallisation de problèmes qui sont, à un moment ou à un autre, repris par les sciences, qui sont repris et travaillés par les sciences. Alors, prenons quelques exemples. Un auteur italien comme Italo Calvino, par exemple. Italo Calvino, qui est assez bien connu des géographes à cause de ses villes invisibles. Il y a un autre texte de Calvino qui est un texte moins connu, qui s'appelle Marco Valdo. Marco Valdo, c'est l'histoire d'un pauvre paysan du sud de l'Italie qui arrive dans les années 60 dans une ville industrielle du Nord. On ne sait pas laquelle, Calvino ne le dit pas, mais on suppose qu'il s'agit ou de Turin ou de Milan. Et ce pauvre paysan calabrais qui vient avec sa femme, avec ses 2 enfants, il vient de la campagne. C'est, comme disent les Italiens avec mépris, c'est il cafone. Et Marco Valdo va découvrir la ville. Il va découvrir la ville quand il commence à travailler. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est manœuvre. Il n'a pas de spécialité, mais il travaille dans des industries où on l'emploie à transporter des choses. Et alors il découvre la ville. Et ce que Calvino a fait est extraordinaire parce que Calvino a décrit indirectement, pas directement parce qu'il a fait une œuvre de fiction, il a décrit indirectement les médiateurs que Marco Valdo utilise pour regarder la ville. Et alors le premier jour, il arrive pour prendre le tram. Et pour prendre le tram, il y a un poteau avec l'indication arrêt, tram. Et lui ne voit pas bien les choses qui sont autour, mais il voit qu'au pied du poteau, il y a des champignons. Il y a des champignons. Pourquoi il voit les champignons? Parce qu'il est un paysan dans l'âme. Ces médiateurs sont des médiateurs paysans. Il ne voit pas les choses de la ville, il voit les choses de la campagne qui restent en ville. Et tout le livre est fait de cette manière. Tout le livre est fait de cette manière, c'est-à-dire que on voit un homme de la campagne qui décrit la ville, qui a une relation avec la ville à travers des médiateurs ruraux. C'est un homme qui appréhende la ville d'une manière rurale. Alors évidemment, pour lui, c'est tragique, parce qu'il fait tout le temps des erreurs. Et il n'a jamais les bons médiateurs.
il n'a jamais les bons médiateurs. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce que les géographes ont repris avec le temps dans la territorialité. C'est les médiateurs, et Calvino a donné une très grande leçon de géographie avec Marco Valdo, comme il a donné une très grande leçon de géographie avec les villes invisibles. Ça, c'est un auteur, évidemment, c'est un auteur qui a joué un rôle tout à fait fondamental. Aujourd'hui, il est assez courant en géographie. Il y a naturellement d'autres auteurs, je pense en particulier à un auteur latino-américain que j'ai beaucoup lu, même s'il n'est pas de gauche, mais il est de droite, c'est Borges, Georges Luis Borges. Et Borges, il a, à travers ses apologues, il a donné des aperçus extrêmement rapides sur la géographie. Il y a un très bel apologue, l'apologue de la carte. Je la raconte parce que c'est très court, mais c'est très beau. Il dit l'empereur a voulu lever la carte, faire la carte de l'Empire à l'échelle de la capitale. Alors il a convoqué les géographes ont fait la carte de l'Empire à l'échelle de la capitale. Et quand ça a été fini, ils ont apporté la carte à l'empereur. Mais l'empereur n'était pas content. L'empereur a dit, il faut me faire la carte de l'Empire à l'échelle de la plus grande province. Alors les géographes sont repartis et puis ils ont fait la carte à l'échelle de la plus grande province. Ils sont revenus avec la carte, mais l'empereur n'était toujours pas content. Et l'empereur a dit à ce moment-là, je veux qu'on me fasse la carte à l'échelle de l'Empire. Et alors Borges ajoute, et depuis ce moment-là, la géographie n'existe plus. La géographie n'existe plus dans cet empire et on trouve des morceaux de la carte dans lesquels vivent des mendiants et des loups. Et alors ça, Borges m'a appris au fond, je le savais évidemment d'une autre manière, mais il m'a appris une chose extrêmement importante. C'est que dans toute représentation, il faut savoir choisir la bonne échelle. Et ça, c'est évidemment essentiel pour les géographes, ça, choisir la bonne échelle. Pas seulement l'échelle cartographique, mais l'échelle de l'information. Savoir quelle information choisir pour ça. Ça, c'est évidemment un auteur qui m'a beaucoup marqué. Il y a d'autres auteurs qui m'ont marqué pour, par exemple, l'étude du temps, qui m'ont marqué disons, tout ce qui s'est fait en linguistique et en sémiologie m'a beaucoup marqué. J'ai emprunté à des sémiologues russes, Lotman en particulier, beaucoup de choses. Ces gens-là ont élargi en quelque sorte ma vision, mon approche des choses, et chaque fois j'ai pris une petite chose. Si bien que vous voyez, ma pensée est très baroque. Elle est faite de morceaux que j'ai pris et que j'ai recombinés dans une espèce de synthèse générale. Je ne suis pas un pur géographe, je suis un géographe impur. Très interessante. Bem, o seu livro, A Geografia do Poder, ele traz a discussão como um ponto-chave central da discussão, a questão da relação espaço e território. Nós pensamos que esta é a questão central
né, do seu livro. Como o senhor diferencia esses dois conceitos? E como é que você imagina, como que você vê o debate atual da geografia a respeito desta questão? C'est aussi une grande question difficile. C'est une grande question difficile parce que vous savez très bien que moi j'ai écrit la géographie du pouvoir il y a maintenant presque il y a 30 ans. Il y a 29 ans puisque c'est sorti en 1980. Mais il y a 30 ans que je l'ai écrit finalement. Alors à l'époque, je me suis trouvé, parce que je travaillais sur la géographie politique, et en géographie politique, il n'y a pas de réalité politique s'il n'y a pas une appropriation territoriale par une population avec un État, une organisation. Et je me suis trouvé devant la nécessité de montrer que le territoire était une construction à partir de quelque chose qui était avant cette population. Et la construction du territoire se fait avec l'écosystème, se fait avec la réalité géographique qui existe autour de nous. Et les géographes français à l'époque utilisaient beaucoup l'expression d'espace géographique. Et l'espace géographique, pour eux, c'était à la fois l'espace physique, à la fois l'espace de la géographie humaine. C'était assez mal défini. Et j'ai considéré que la matière première du territoire, c'était l'espace, c'est-à-dire la réalité matérielle qu'on avait. Et cette réalité matérielle pouvait être aménagée, délimitée, démarquée pour donner un territoire. Alors, maintenant, attention. Il y a 2 ans, on m'a demandé de parler à l'École normale supérieure de l'espace. Et alors, l'espace, évidemment, aujourd'hui, dans le débat actuel de la géographie, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt une catégorie qui peut être modifiée intellectuellement parlant. C'est une catégorie qui peut être construite, reconstruite, etc. C'est beaucoup plus mental que matériel dans le débat actuel. C'est beaucoup plus mental, c'est beaucoup plus un processus de pensée, l'espace. C'est un système commode pour penser la réalité matérielle, mais c'est plus seulement cette réalité matérielle. Et puis, c'est d'autant plus cela que certains géographes veulent abandonner la notion de territoire, disent que le territoire s'est dépassé. Non, le territoire ne s'est pas dépassé. Le territoire, il est encore bien réel, et je continue à penser que le territoire est la construction des hommes. C'est la construction des hommes, c'est la démarcation, la délimitation dans un écosystème. C'est une production à partir de médiateurs matériels et non matériels. C'est une production à partir d'éléments politiques, institutionnels, qui sont évidemment extrêmement importants. Alors, je continue à dire que à la place du mot espace aujourd'hui, je dirais que la matière première
c'est l'écosystème. L'écosystème, c'est-à-dire la partie inorganique de l'écosystème, le sol, l'eau, l'air. Et puis, alors aujourd'hui, si je parle de la matière première du territoire, je n'utiliserai peut-être pas le terme d'espace, mais j'utiliserai le terme d'écosystème. L'écosystème, avec sa partie inorganique, le sol, l'air, l'eau, avec sa partie organique, la végétation, la faune, les différents flux vivants et les flux énergétiques. Et c'est avec cela que l'homme travaille pour faire un territoire. Alors, quand je regarde ce que j'ai vu au Brésil, et en particulier ici, à Francisco Beltrão, c'est fantastique parce que c'est un exemple parfait pour moi. L'écosystème du Paraná est un écosystème qui est transformé par les hommes constamment et qui donne, qui fournit du territoire. C'est le plus bel exemple. Et je commence à comprendre pourquoi les géographes brésiliens se sont intéressés à mon livre « La géographie du pouvoir », parce qu'effectivement, j'ai été frappé de voir qu'il y a des correspondances tout à fait précises entre la manière de penser l'écosystème ici et la manière de faire du territoire. Alors, dans le débat actuel, peut-être que ce que j'ai fait est beaucoup plus adapté à un pays comme le Brésil qu'à un pays comme l'Europe. Mais pour l'Europe, alors j'ai surtout travaillé sur trois notions. La notion de territorialisation, la notion de déterritorialisation et la notion de reterritorialisation. Parce que en Europe, quand il y a des transformations, c'est toujours la transformation de quelque chose qui existait déjà, qu'on va contribuer à désintégrer, puis ensuite on va refaire quelque chose et réintégrer l'ensemble de ces choses. Je crois que ces concepts de écosystème ou espace, mais écosystème peut-être maintenant, territoire, et on pourrait ajouter évidemment le troisième, la territorialité, sont des concepts tout à fait centraux. Sont des concepts tout à fait centraux pour appréhender un pays comme le Brésil. Si je devais faire une géographie régionale du Brésil, je la ferais en travaillant sur ces deux concepts particulièrement. Très bien. Allons-y. La prochaine question. Então vamos à sexta questão, professor. Por conta de sua visita ao Brasil, né, o que você poderia nos falar a respeito da construção do espaço, da paisagem brasileira, aquela que você conheceu, e como você poderia também pensar a questão do território, que você já tocou um pouco, né, nessa questão anterior, a questão do território enquanto análise de alguns elementos, algumas coisas que o senhor viu. Alors, bon, j'ai répondu en partie à la question de l'importance de la notion de territoire. Je crois que, effectivement, pour le Brésil, la notion de territoire est absolument fondamentale. Elle est fondamentale parce que quand on parcourt un peu le Brésil, et là j'ai parcouru un petit peu le Paraná, surtout le Paraná. J'ai connu le Brésil du Nord il y a très longtemps. Mais quand on parcourt le Paraná, on voit que
on voit que la transformation qui se fait à tout moment. Hier, j'étais avec vous et encore avec votre autre collègue, et on a vu la transformation de l'écosystème pour faire des maisons, ouvrir une route, construire des bâtiments, etc. Et alors là, la notion de territoire est tout à fait fondamentale. La notion de paysage, alors vous savez que pour moi, le paysage, c'est moins une réalité matérielle qu'une représentation. Le paysage, il y a un peu au Brésil la manière dont on se représente le paysage, dont on représente le paysage, c'est-à-dire on représente le territoire qui devient du paysage. Je crois que vous avez une conception du paysage totalement différente de celle des Européens. Les Européens ont une conception du paysage plus esthétique. Vous avez une conception du paysage moins esthétique. Pour vous, ce qui compte essentiellement, c'est la représentation utile du territoire. La représentation utile, la représentation qui va vous permettre d'agir. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour vous, le paysage, c'est un instrument pour agir sur le territoire. C'est un instrument pour découvrir le territoire. C'est pas seulement un instrument pour regarder. C'est pas seulement le regard, le paysage, mais c'est un instrument de connaissance, le paysage, pour vous. C'est un instrument de connaissance, et ça, c'est très important parce qu'on a de la peine à le faire comprendre aux Européens. Les Européens ne comprennent pas, pour eux, le paysage, c'est le beau paysage, c'est la Côte d'Azur, c'est les collines florentines, etc. Mais c'est pas ça, c'est une image. C'est une image. Le paysage, pour vous, c'est une image pour connaître. C'est une image pour connaître, c'est une image pour agir sur les choses. Et ça, c'est effectivement la grande différence qu'il y a entre vous et nous, entre l'Amérique et l'Europe, de ce point de vue-là. Même chose, on voit ce que j'ai vécu ici chez vous, je l'avais vécu, pas au Brésil, mais je l'avais vécu au Canada. Même chose pour les Canadiens. Il y a une opposition entre les Européens et les Américains, soit du Nord, soit du Sud. Au fond, l'Atlantique, c'est pas seulement un océan, mais c'est un fossé épistémologique. C'est un fossé épistémologique, c'est une coupure épistémologique entre, à propos du territoire, du paysage, de la territorialité, un fossé épistémologique entre les deux Amériques et l'Europe. Donc là, si vous voulez, ma visite au Brésil m'a été très utile pour comprendre ces différences. Oui. Bien, eu iria perguntar quais são as principais impressões que o senhor tem do Brasil, que é a CEPT, número 7, né? Question 7. Eu iria perguntá-la, mas o senhor já respondeu, já esteve tratando em grande medida. Mas, mesmo assim, se o senhor puder complementar, quais são as questões, em termos de impressões, que o senhor vai levar para a Europa do Brasil? C'est une question difficile parce que dangereuse. Hein, c'est une question dangereuse. Una domanda perigosa, comme vous dites. Hein. Alors, disons que mes impressions sur le Brésil, je dirais mes impressions sur Francisco Beltrão et tous ceux que j'ai rencontrés à l'université, d'Or, etc.
sont des impressions tout à fait particulières parce que j'ai vu des gens qui étaient très, très près de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils faisaient. Je n'ai pas vu une différence considérable entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Il y avait au fond un rapport très, très proche entre la pensée et l'action. Et ça, c'est très agréable pour un Européen parce que nous, on est habitués à avoir des différences considérables entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, n'est-ce pas ? Il y a une espèce de contradiction entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est assez curieux. Ici, je ne l'ai pas senti. Et puis, il y a une autre chose qui me plaît, qui m'a plu chez vous, c'est, je dirais, une territorialité plus authentique, une territorialité plus simple dans les rapports avec les autres. J'ai été reçu d'une manière très sympathique. J'ai été reçu d'une manière... tout le monde a été très, très accueillant avec moi, n'est-ce pas ? Très accueillant. J'ai pas senti de distance excessive, de réserve excessive, comme je l'aurais senti dans un pays comme la France ou comme l'Italie ou comme la Suisse. Vous avez une territorialité plus directe avec vos visiteurs, et ça c'est effectivement agréable. Alors si on prend, si vous voulez, votre territoire qui est toujours en construction, votre territorialité qui est aussi toujours en construction parce que vous accueillez d'autres médiateurs, vous accueillez d'autres manières de dire, d'autres manières de faire, ça donne évidemment à votre pays, pour ce que j'en connais ici naturellement, une authenticité que je ne retrouve pas ailleurs. Une authenticité que je ne retrouve pas ailleurs. Et puis alors une grande différence aussi, mais peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas resté assez longtemps, c'est que l'histoire semble avoir moins de poids chez vous que chez nous. C'est-à-dire que vous connaissez votre histoire, mais l'histoire est une chose et puis la réalité en est une autre. Et vous ne recourez pas dans le langage quotidien, je dirais, à l'histoire du Brésil comme un Européen peut recourir à l'histoire de son pays. Et ça marque, si vous voulez, une différence assez sensible. Et puis vous avez aussi alors une chose assez importante, si vous voulez, vous êtes un peu comme votre territoire, vous êtes en construction permanente. Vous êtes en construction permanente. Voilà mes impressions, si vous voulez, immédiates sur le Brésil, au moment où vous me posez la question. Oui, nous sommes très heureux et obligés por ces considerações. A oitava, questão 8, o it, como que você vê, professor, a interação entre a sociologia, naquilo que é o seu pensamento, entre a sociologia, a geografia, as demais ciências, no contexto das ciências em geral, em termos das mediações que ocorrem entre essas ciências? Alors, tout d'abord, si vous voulez, moi, je me sens, même si je suis géographe, j'ai beaucoup emprunté aux sociologues, je me sens assez sociologue dans ma façon de réfléchir aux choses, n'est-ce pas? Et au fond, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de rupture
il n'y a pas de rupture entre la géographie et la sociologie. Pourquoi? Parce que la sociologie me fournit des manières de penser, me fournit des concepts, me fournit des catégories, me fournit des représentations. Par exemple, un sociologue français qui m'a influencé passablement, c'est Touraine, Alain Touraine, qui a beaucoup parlé aussi de l'Amérique latine, hein, qui a fait beaucoup sur l'Amérique latine. Voilà un sociologue avec lequel j'ai un entrecroisement possible et une interaction possible. J'ai eu beaucoup d'interactions avec la sociologie allemande, avec Simmel par exemple. Et vous savez que Simmel, pour moi, a fait un ouvrage sur la culture dans lequel il y a un très beau texte sur la philosophie du paysage. La philosophie du paysage. Et si j'appliquais la philosophie du paysage de Simmel à votre paysage, hein, en utilisant une catégorie de Simmel, il y a une catégorie chez lui qui est très particulière, qui s'appelle la Stimmung. Qu'est-ce que c'est que la Stimmung? C'est un mot allemand qui n'est pas facile à traduire, qu'on n'arrive pas à traduire en français, qu'on n'arrive pas à traduire vraiment en italien, qu'on n'arrive pas à traduire non plus probablement en portugais. Mais la Stimmung, ce sont les éléments, si vous voulez, ce sont les éléments essentiels qui permettent de faire une synthèse d'un paysage à un moment donné. Alors, si je devais faire une synthèse du paysage brésilien de Francisco Beltrão, par exemple, la Stimmung qui me permettrait de faire cette synthèse, ce serait l'idée de mobilité et l'idée de mouvement. Mobilité des hommes, mouvement dans le territoire. Et je pourrais faire une description de Francisco Beltrão, après avoir étudié évidemment, en partant de ces deux idées, la mobilité des hommes et le mouvement du territoire. Donc, pour moi, si vous voulez, les sociologues sont extrêmement importants, comme sont importants les écrivains, comme sont importants les poètes, les historiens. Je peux avoir une interaction avec beaucoup de gens, avec beaucoup de disciplines. Et en particulier, si vous voulez, moi j'ai étudié aussi une discipline qui m'a beaucoup intéressé, c'est la sémiologie. La sémiologie, et j'avais un excellent ami argentin, Luis Prieto, qui était un grand sémiologue, et qui m'a initié à la sémiologie, et je dois dire que il m'a permis de redéfinir la géographie. Hein. Et si vous voulez, je vais finir la question que vous m'avez posée en donnant cette définition de la géographie que l'œuvre de Prieto m'a suggérée. Et vous verrez pourquoi l'interaction avec la sociologie est grande. Si vous ouvrez un ouvrage de géographie français, vous verrez que on dit la géographie, c'est l'étude de l'espace géographique, etc. Bon. Et moi je dis non, la géographie, ça n'est pas l'étude de l'espace. La géographie, c'est l'étude de la connaissance et de la pratique que les hommes ont
de cette réalité matérielle qui s'appelle l'espace. C'est-à-dire que la géographie est une connaissance qui résulte de la relation que les hommes ont avec l'espace, n'est-ce pas? Et de la pratique qu'ils ont. C'est donc une relation. Ce n'est pas un objet matériel, n'a pas un objet matériel, la géographie. La géographie, elle étudie des relations, seulement des relations, entre ce que les hommes font dans l'espace, soit avec des connaissances, soit avec une pratique particulière. Donc ça, si vous voulez, ça permet d'intégrer la sociologie d'une manière tout à fait évidente. C'est ce que j'appelle la problématique relationnelle. Et cette problématique relationnelle, alors, elle est, pour moi, elle me permet de comprendre assez bien votre paysage brésilien. Parce que c'est effectivement ce que j'ai vu, c'est un produit de relation. Je ne me souviendrai peut-être pas de tous les détails géographiques, bien sûr, de Francisco Beltrão, mais je me souviendrai des relations que j'ai vues entre le territoire et les hommes, et ce que les hommes ont fait par leur pratique et leur connaissance dans le territoire. Bem, pessoal, assim nós vamos finalizando a nossa entrevista. Uma das coisas que não poderíamos deixar é de agradecer mais uma vez ao professor Rafestan por sua solicitude, sua generosidade em estar conosco, em ter estado conosco por estes dias, nos ensinando, conversando, debatendo, conhecendo algumas coisas a respeito do Brasil. Gratos a todos e muito obrigado. Obrigado a vós. São diversas as razões, várias interpretações que tocam a vida humana, que indagam as suas verdades, as forças que forjam as suas formações, divisões, obras, trabalhos, inventos que traçam os seus destinos, lutas e intentos. São tantas indagações e buscas de alternativas que expliquem as nossas produções e façam um novo porvir. É grande a nossa tarefa de compreender as forças complexas, ou mesmo as mais banais, incrustadas no espaço humano, em suas tramas territoriais, incrustadas no espaço humano, em suas tramas territoriais. Indagações e buscas de alternativas que expliquem as nossas produções e façam um novo porvir. Mas é grande a nossa tarefa de compreender as forças complexas, ou mesmo as mais banais, incrustadas no espaço humano, em suas tramas territoriais, incrustadas no espaço humano, em suas tramas territoriais.